Facebook là, avec avec les. J'enlève le son de la télé là. Salut tout le monde. Voilà, donc Franck Leboeuf est avec nous en direct. Merci Franck d'avoir accepté cette invitation, c'est très gentil à toi. Je rappelle, champion du monde 98, hein, on le rappelle pas, mais bon, c'est toujours bien de le dire. 50 sélections notamment avec l'équipe de France, 4 buts, 204 matchs avec Chelsea, 24 buts. Ça m'a étonné ça, tiens, 24 buts avec Chelsea. T'étais attaquant, non? J'ai un jour fini avec, entre Laval et Strasbourg, mes deux clubs, où j'ai joué 6 mois. J'ai fini deuxième meilleur buteur Ligue 2, ce qu'on appelle maintenant la Ligue 2. Et c'est vrai que j'ai mis, je crois, plus de 110 buts dans ma carrière. Mais Laurent Blanc a fait mieux que moi. Hierro est le défenseur qui a marqué le plus de buts, je crois, avec 138 buts. Donc, tu vois, je fais rien d'exceptionnel en fait. Non, c'est vrai, évidemment. Tiens, Franck, c'est vrai qu'on vit pas des périodes assez faciles. C'est assez compliqué. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? T'arrives à tenir un peu chez toi, à la maison? Ouais. Bah alors, j'ai posté une vidéo sur Instagram aujourd'hui où je fais du repassage. Ouais. Voilà. Ouais, je fais un peu de muscu. Voilà, je range un peu mes affaires. Je nettoie mon scooter, ma moto, ma voiture. Voilà. On s'occupe. Je regarde pas mal la télévision. Je regarde une série qui s'appelle City on the Hill avec Kevin Bacon. Et c'est vachement bien sur Canal Sat. Et donc voilà, bon, on s'occupe, ça va. Je passe du temps avec ma chère et Bon. tout va bien. Pas trop compliqué sans le foot? Ouais, si, ça manque un peu, ça manque parce qu'on peut pas le voir, ça manque parce qu'on peut pas le commenter. Et puis voilà, le boulot il manque, mais je crois qu'il faut faire preuve de raison. Il faut rester à la maison, rester chez soi. On le répète jamais assez. Donc Ouais. j'essaie de montrer l'exemple. Je bouge pas de la maison et si demain je vais quand même faire quelques courses parce qu'il faut quand même manger. Hein. Ouais, c'est important. C'est important de limiter ses déplacements et de sortir juste pour faire les courses. On a quelques infos qui nous sortent au niveau du calendrier. On sait qu'on a reporté l'Euro 2000, l'Euro 2020 à l'Euro 2021. Maintenant, ils veulent finir la saison, tous les championnats un peu cet été, hein, juillet, août. Comment toi tu vois cette fin de saison? Est-ce que, normalement on part sur une fin de saison qui va se terminer, hein, ça va pas rester gelé. Comment est-ce que tu vois toi cette fin de saison compliquée pour les clubs? Bah, ça va être compliqué, enfin, c'est surtout pour la Ligue. J'ai eu la chance de discuter avec Nathalie Bois de la Tour pour lui demander, Ouais. parce qu'elle avait annoncé le 15 avril la reprise du championnat. Je crois qu'elle voulait être optimiste, mais moi sincèrement j'y crois pas. Je pense qu'on va être confiné plus que ça. Les joueurs vont devoir donc se préparer un peu plus longtemps. Je pense que ce sera plutôt début mai, si ce n'est mi-mai, la reprise. Et avec 2 mois, après, il faut absolument que l'UEFA se concentre sur l'extension des contrats Ouais. des joueurs. Parce que le championnat doit se terminer, comme la Champions League doit se terminer, sinon et la Ligue et l'UEFA ne toucheront pas l'argent des sponsors, des droits télé, des choses comme ça. Donc c'est une question économique. Donc peu importe le temps du confinement, dès que le confinement est terminé, donc on peut rejouer au football, même si c'est à huis clos, les joueurs vont reprendre l'entraînement et vont rejouer parce qu'il faut absolument, même s'ils jouent en juillet et en août, qu'ils continuent pour que économiquement le football survive. Ouais, tu parles de Ligue des Champions, Franck. Le Paris Saint-Germain est qualifié en quart de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 4 ans, depuis 2016. Est-ce que c'est pas l'année finalement où le PSG peut essayer de faire quelque chose dans cette compétition? Je te vois sourire, mais est-ce que c'est pas la bonne année puisque tous les clubs sont confrontés à une situation un peu particulière? On parle notamment des quarts de finale, des demi-finales à élimination directe, sans match aller-retour. Est-ce que justement le PSG ne peut pas se servir de ça et de cette qualification contre Dortmund pour essayer d'aller au bout cette saison? Sincèrement, je ne veux pas prendre ça comme une excuse parce que je pense sincèrement, et je l'ai dit avant que le coronavirus arrive, c'est que le Paris Saint-Germain a l'équipe pour gagner la Champions League cette année. Surtout que beaucoup d'équipes n'ont pas forcément le même statut que les années précédentes. On le voit avec le Real Madrid, on a vu Liverpool sauter, Barcelone c'est compliqué aussi. Je pense sincèrement, même si ça repart sur des bases normales, que le PSG a sa chance. Je l'ai toujours senti comme ça cette année. Autant les années précédentes, j'avais quelques retenues. Cette année, alors peut-être plus parce qu'il y a ça, mais je ne veux certainement pas qu'on dise qu'un jour, si le PSG a gagné, c'est grâce à cette excuse-là. Ouais. Je pense sincèrement que le PSG a toutes les qualités pour gagner la Champions League cette année. Je leur souhaite, hein. On a besoin d'un club français. Bien sûr.
Et même si je suis Marseillais, je suis né à Marseille, j'étais capitaine de l'OM, je fonctionne pas comme ça. Je pense au football français avant tout. Effectivement, il y a aussi l'Olympique Lyonnais qui est encore en marge, qui joue un match. Mais sincèrement, et sans vouloir manquer de respect aux Lyonnais, si l'Olympique Lyonnais gagne la Champions League cette année, je suis prêt à faire certaines choses. Hein. Allez, vas-y, lance-toi. Non. Non. Les nommer, mais je vais comment ça s'appelle, à Fourvière, l'abbaye de Fourvière, juste au-dessus, la cathédrale de Fourvière, juste au-dessus du tunnel, mettre des bougies si ça arrive, parce que sincèrement, ce serait vraiment de l'exploit, quoi. Ouais, au moins peut-être passer le tour des huitièmes de finale contre la Juve. Ça, j'y crois. Ouais. Ça, j'y crois. Victoire 1-0 des Lyonnais au match aller. Vu la saison qu'ils nous montrent, les qualités et surtout les beaucoup de défauts qu'ils nous montrent, ce serait très compliqué. Alors peut-être qu'avec la situation actuelle en Italie assez dramatique par rapport à ce virus-là, ça peut jouer aussi dans la tête des joueurs au retour des compétitions, peut-être. Ouais, ça va être compliqué, ça. Je pense qu'il faut pas regarder trop à ça. Je sais pas comment les joueurs qui jouent en Italie vivent ça. Est-ce qu'ils vont pas être aussi malades? On a l'impression que là-bas en Italie, c'est plus grave que partout ailleurs. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas un même système médical que nous, où on ne va pas directement chez le médecin généraliste ou aux urgences qui sont un bâtiment à part comme nous. On va tous direct à l'hôpital. Je pense qu'ils ont affecté tout le monde. Je ne sais pas, j'ai peur de dire des bêtises, mais Ouais. j'ai l'impression que là, eux, ils vont beaucoup morfler. Je souhaite que nous, beaucoup moins. Ouais, effectivement, et c'est important de rappeler les gestes barrières, surtout de rester à la maison, se laver les mains toutes les heures. Franck, je vais te montrer. Alors tu vois derrière moi, il y a beaucoup de. Voilà, je le montre aussi aux gens. Il y a des journaux de l'équipe qui sont derrière. Je vais te montrer une de l'équipe assez qui va te rappeler des souvenirs. Elle est signée Franck Leboeuf en plus. Elle est signée Franck Leboeuf. Qu'est-ce que ça te... Je suis vraiment sympa avec toi en fait. T'es sympa, t'es très sympa et je te remercie encore une fois d'avoir signé ce document historique. Comment? C'est qui? C'est Djorkaeff? À côté, non, on a Christophe Dugarry, on a Lionel et on a Manu Petit. Bah, les 4 fantastiques d'RMC. Ah bah voilà, c'est bien. Tu es très corporate, très absolument. Écoute, toujours. Je suis pas un grand fan de ce journal. Hein. Je pense qu'ils nous ont bien chié dessus pendant toute la campagne et avant. Ouais. Ils étaient obligés de faire ça après. Bon voilà, les gens changent, ils ont sans doute évolué, donc c'est bien, mais j'avoue que je n'ai pas ce journal. Non. Je ne l'ai pas avec moi, je le signe pour les gens qui me le demandent, mais je ne l'ai pas pris avec moi, je ne l'ai pas acheté, enfin encore moins. Oui, non. Je ne l'ai pas gardé, donc voilà, c'est pour les gens. Moi j'ai mon maillot, je préfère. Ah, il est beau le maillot quand même. Il est beau. Il est collector. Hein. Tiens, est-ce que tu as une question de Romain qui nous arrive là maintenant? Est-ce que tu as une anecdote sur cette Coupe du Monde dans les vestiaires, quelque chose à donner, à livrer, un petit bonbon à livrer là, de mémoire comme ça, d'un seul coup? Comme ça. Ouais, je sais pas, quelque chose qui t'a marqué, je sais pas. Bon, il y a plein de choses. On va parler de l'après, parce que ça Oui. a été monté dans les yeux dans les bleus, le soir même où on a gagné, on est retourné au château, on est arrivé à 1h, 1h30, parce qu'il y avait tellement de monde sur les routes de périph', là, je crois que c'est l'année 118 qu'on a prise, quand c'était l'enfer, et on est rentré, enfin l'enfer, mais le paradis en même temps, et on est rentré au château et on a fait la fête avec nos familles respectives, les enfants et tout, et on s'est couché, je crois, à 6h du mat, après avoir vu Marcel Desailly fumer le cigare et vomir 3 secondes après. Voilà. Mais juste avant qu'il fasse jour, je me suis mis à regarder les étoiles et je me suis dit, bon, on vient de passer une sacrée soirée quand même. Et on est vraiment très très proche des étoiles aujourd'hui, quoi. Et puis voilà, puis après on a reconnu les Champs-Élysées. Ouais. C'est là qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on avait fait quelque chose d'extraordinaire. Et sincèrement, 21 ans après, 22 ans, même presque après, Ouais. on m'en parle encore tous les jours. Bien sûr. Et on ne dit pas bravo, on nous dit merci. Et c'est ça qui est extraordinaire.
Eh oui, parce que ça réunit beaucoup de gens le football et ça nous permet de tous d'être unis. Et tu as joué la finale, Franck. Tu as joué, tu étais titulaire. Tu as pallié la suspension de Laurent Blanc qui a été exclu contre la Croatie en demi-finale. Comment tu as préparé toi cette finale? C'était 2 jours avant, je crois, la demi-finale. Tu as eu 2 jours pour te Non, préparer. 3 jours, Trois. c'était 4 jours. En fait, on a joué le mercredi soir, je crois, ou le jeudi soir, je sais plus. On a joué le jeudi soir, parce que le mercredi, c'était les Pays-Bas et le Brésil qui avaient joué la veille. Et donc, on a joué le jeudi soir. C'était très compliqué, hein, parce que dans les vestiaires, c'était un peu froid. Après la réunion avec les familles, il y avait tout le monde qui était content, mais en même temps malheureux pour Laurent. Et moi, j'étais là, je ne pouvais rien dire. Et bien sûr, j'étais triste pour lui, mais en même temps, moi, mon boulot, c'était de faire ça. On m'avait Bien sûr. prévenu avant. Mais je m'étais préparé avant parce qu'en fait, on ne peut pas se dire oh, ben, je joue la finale, il faut que je me prépare, c'est trop tard. Ouais, bien sûr. Donc, j'avais fait un travail foncier, je m'étais préparé, on avait fait 1 ou 2 matchs le dimanche contre, je sais plus, les pompiers de Paris ou je sais plus quoi, les jeunes. Non, mais c'est vrai, sans déconner. Et ça nous permettait de garder le rythme. Et je faisais toujours un travail de plus au niveau au niveau de la musculation, au niveau Ouais. foncier aussi. Quelquefois, j'allais courir. Voilà, j'essayais de garder la forme. Et j'ai vraiment été surpris de par mon match parce que je pense que je vais exploser à la mi-temps, je vais être mort. Et j'ai tenu parce que j'avais joué que le troisième match contre le Danemark et un quart d'heure, 20 minutes quand Laurent s'est fait suspendre quand je suis rentré contre la Croatie. Mais voilà, c'est bien passé. Mais ça a été 3 jours de cauchemar parce que la presse s'en prenait à moi. On se demandait comment on allait faire pour gagner la Coupe du Monde sans Laurent Blanc. Donc tu te sens beaucoup comme une Ouais, merde. ouais. Voilà, donc je me suis mis en mode guerrier, je me suis replié sur moi-même et je me suis dit je vais tous les défoncer, les Brésiliens d'abord, mais tous les cons qui parlent en mal de moi. Donc voilà, le boulot était fait. Bon, super. En tout cas, tu as bien tenu, parce qu'aucun but encaissé, hein, quand même, dans cette finale face à l'équipe du Brésil de Rivaldo, de Ronaldo. Bebeto. Oui, effectivement aussi. Tiens, Ronaldo, il était considéré à l'époque et même encore, voilà, aujourd'hui, pendant toute sa carrière, comme un des meilleurs attaquants du monde. Comment est-ce que ça a changé ta préparation, de se dire, je vais jouer contre Ronaldo, le phénoméno? Écoute, non, pas foncièrement, parce qu'en fait, comme il y avait Rivaldo, cette année-là, Rivaldo prend le ballon d'or. Hein. Ouais, Et Bebeto, donc il y a 3 attaquants assez monstrueux. Il y avait Leonardo en milieu de terrain aussi, offensif. Voilà. Donc, et comme Thuram joue en Italie, De Sailly aussi, Vicente avait une grosse carrière aussi avec le Bayern Munich. Moi j'étais à Chelsea, mais ils se demandaient qui j'étais, quoi. Ils ne connaissaient pas, donc ils sont tous venus un peu sur moi. Donc je me suis dit, bon, bah, voilà, ils ont décidé de faire le show. ouais, Donc, moi, le premier truc, c'était pour me rassurer, c'était ma première passe et mon premier challenge avec un des joueurs. Et c'est arrivé en fait avec Rivaldo et pas avec Ronaldo, d'accord. où il a tenté un truc et je l'ai chopé d'entrée de jeu pour montrer à tout le monde qui j'étais, quoi. Donc voilà. Donc j'ai eu une faute sur moi, le ballon est passé, mais lui il n'est pas passé. Et donc voilà, je me suis dit, c'est comme ça que je vais gagner mon match. Alors c'est une autre époque, hein, c'est Ouais. une période. Moi, j'ai pas fait de mal, hein, j'ai juste bloqué, c'est une obstruction. Mais de toute façon, il était pour moi interdit de me dire que les deux pouvaient passer. Donc c'était ou le ballon ou un joueur à chaque fois. Et je faisais très très attention, j'étais très concentré ouais, quand même sur Ronaldo quand on avait le ballon. En fait, ma question c'était de savoir comment me positionner et où il était quand on avait le ballon. Parce qu'à la perte du ballon, on savait que si je l'avais perdu de vue, je ne pourrais jamais le rattraper. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai travaillé. Bon, super. Tiens, au-delà de cette Coupe du Monde, Franck, est-ce qu'il y a un souvenir qui t'a marqué dans ta carrière, au-delà de la Coupe du Monde 98? Ouais, j'en parle souvent avec les Anglais ou avec les Américains. Je travaille pour une chaîne américaine, ça s'appelle ESPN. Et en fait, ils me disent souvent le plus beau jour de ta vie. Alors bien sûr, c'est la finale de la Coupe du Monde. Mais je le partage à un petit degré moindre avec la finale de la Coupe d'Angleterre à Wembley, qui est mon premier trophée, la première année où j'ai joué à Chelsea. 1997, non? C'est 80... ça, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et en fait, Chelsea n'avait rien gagné depuis 25-26 ans. On est arrivé avec Viali, Zola, Di Matteo. Il y avait déjà Petrescu, Mark Hughes, il y avait quand même de super joueurs. Et en fait, on a gagné la Cup. Et ça a été une fête extraordinaire. Enfin, pendant 1 heure et demie avec les gens à Wembley. C'est quand même le. Enfin voilà, c'est où Ouais. quoi. C'est impressionnant.
c'était ma première année, on ne savait pas qui j'étais, on a gagné le championnat, le président a dit que j'étais l'affaire du siècle à Chelsea. Alors je peux te dire que j'ai re-signé un contrat au mois de juin, juste après. Mais voilà, ça a été un grand moment. Le lendemain, on était sur un bus aussi à l'anglaise, et il y avait plus de 100 000 personnes sur 400 ou 500 mètres sur une petite rue à Fulham Road. Juste pour te dire, 5 ans après, on regagnait la Coupe, et on avait gagné la Coupe d'Angleterre, la Super Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, enfin voilà, où les gens s'étaient habitués. On avait plus de 30 000 personnes 5 ans après. Ah ouais. Le même truc. Donc ça montre l'ampleur du truc, c'était assez énorme. Et en plus, c'était mon premier trophée, donc voilà, c'est quelque chose qui me marque, qui m'a beaucoup marqué. Tu as fait partie d'ailleurs des premiers dans le projet de Chelsea, le nouveau Chelsea. Alors, c'est même pas le nouveau Chelsea, parce que c'était encore Ken Bates, il n'y avait pas Abramovich, c'est en 96-97, mais c'est vrai que ça a été le grand tournant. Les gens de Chelsea, moi je suis toujours invité au club, on fait partie des légendes du club parce qu'on a permis au club de rentrer dans à un autre niveau. Une autre dimension, ouais. Une autre dimension. Chelsea est connu parce que Ken Bates a fait venir des joueurs comme Zola, Viali, Di Matteo, la faiblesse de dire moi aussi. Je suis le premier Français. Tu peux, hein, bien sûr. Ouais, je suis le premier Français à avoir joué à Chelsea et je suis le deuxième Français à avoir gagné la Coupe d'Angleterre après The King et Eric Cantona. Tout à fait, absolument. Tu as joué à Chelsea, tu es parti ensuite à l'Olympique de Marseille. Parlons-en, tiens, de l'Olympique de Marseille, l'Olympique de Marseille d'aujourd'hui. L'Olympique de Marseille est en passe de se qualifier pour la Champions League pour la première fois depuis 2012, si je dis pas de bêtises. Comment tu vois, toi, l'Olympique de Marseille l'année prochaine? C'est assez compliqué au niveau du recrutement, puisqu'ils sont épinglés par le fair play financier, notamment Valère Germain qui est toujours là, Kostas Mitroglou qui devrait revenir, donc une masse salariale qui va une nouvelle fois encore plus s'alourdir. Comment est-ce que tu vois les choses, toi, pour l'Olympique de Marseille d'un œil extérieur? Sportivement, je suis très content parce que c'est vrai que franchement, je ne les voyais pas largement second, tranquille, presque qualifiés pour la Champions League déjà maintenant. Donc bravo à eux, je suis très content et le club a fait le boulot et Villas-Boas avec les joueurs ont vraiment travaillé comme il fallait. Même le spectacle revient un peu. Mais je suis très inquiet parce que comme tu disais, financièrement, le fair play financier, impossibilité de recruter, la masse salariale qui va se remettre à un niveau assez catastrophique avec les retours de certains joueurs. L'avenir de Marseille, il n'est pas intéressant parce que oui, tu te qualifies pour une Champions League, mais pour quel résultat? Ouais. Il y a des joueurs qui vieillissent, des joueurs qui vont peut-être souffrir l'année prochaine avec une impossibilité de recrutement. Sincèrement, je leur souhaite bonne chance. Mais malheureusement, ça ne sent pas bon pour l'OM l'année prochaine. Ouais, c'est vrai. On suivra ça d'ailleurs avec attention. L'Euro, je te le disais, Franck, tout à l'heure, déplacé à 2021. Une question qui nous vient d'Arnaud. Est-ce que tu penses que les Bleus peuvent avoir plus de chances de jouer en 2021 et de gagner cet Euro que cette année avec toutes les méformes des joueurs français qu'on connaît? C'est vrai, les méformes, les blessures surtout de pas mal de joueurs, les inquiétudes. Quid de Pogba, par exemple, notamment, qui n'est plus en équipe de France, Ouais. qui joue pas à Manchester United. On le pressent au Real Madrid l'année prochaine, donc bien sûr que ça peut être un plus. Voilà, il faut voir un petit peu comment ça fonctionne. Griezmann avec une saison compliquée, Lloris revient de blessure, Titi, on ne savait pas trop comment ça se passait, l'Anglais se blesse aussi, Hernandez est blessé. Enfin, c'est quand même super compliqué. N'Golo Kanté, bien sûr. Et oui, aussi. Il est beaucoup blessé cette année, le joueur de Chelsea. Donc c'est très très inquiétant. Donc c'est pas plus mal. Et en plus, je pense que c'est une bonne chose parce que il ne faut pas oublier qu'il y aura la Coupe du Monde après en hiver. Donc Ouais. est-ce qu'il n'est pas important maintenant de commencer à s'adapter au fait que, alors est-ce que les championnats vont être changés et placés en fait avec une grosse trêve hivernale dans le passé? Et moi j'ai toujours plébiscité ça. Je pense que les joueurs devraient jouer l'été puisque les gens sont en vacances, il fait beau, tu peux aller voir un spectacle. Plutôt sympa, plutôt que de se les geler en plein hiver, notamment à Strasbourg où le terrain il est à moitié gelé. Enfin voilà, j'ai joué là-bas, je sais comment c'est. Ouais. Ou à Metz, ou dans des villes où c'est un peu compliqué, ou alors il pleut tout le temps à Montpellier où le terrain est défoncé. Donc pourquoi ne pas jouer l'été où en fait ça devient un vrai spectacle et l'hiver faire la trêve. Donc se préparer à ça aussi, l'UEFA devrait se pencher à ça. C'est ce que fait les États-Unis en MLS, non? Alors ils ont un championnat avec moins d'équipes, Oui. mais c'est ce que font les Sud-Américains.
puisque l'hiver, il est au niveau de notre été. Donc pourquoi pas s'adapter à eux plutôt que eux s'adapter à nous et mettre une Coupe du Monde, alors c'est bien sûr dans les pays chauds, l'hiver, et nous permettre à nous de jouer l'été pour pouvoir en fait avoir un spectacle de qualité avec des belles pelouses et puis surtout venir en t-shirt et pas se les geler quand on avait fait. Ouais, c'est vrai. Deux petites choses, Franck, avant de terminer avec toi, encore quelques minutes. Ronaldinho, aujourd'hui, fête ses 40 ans. 40 ans pour Ronaldinho. Il est en prison, absolument. Il a gagné d'ailleurs le tournoi de sa prison. T'as un souvenir de lui, de sa carrière? Tu l'as croisé sur les terrains. Alors, il n'était pas là en 98, mais peut-être plus tard en Coupe des Confédérations. J'ai joué à Marseille quand il était au Paris Saint-Germain. Et puis j'ai fait une grosse soirée avec lui, mais après ma carrière à Paris, on a bu un verre ensemble. C'est quelqu'un que j'adore, même si là, bien sûr, il m'a amené au moins bon souvenir de ma carrière. Je fais une transversale pourrie lors d'un classique. Oui, bien sûr. Et je le lance pour qu'il aille marquer. J'ai failli rattraper. J'ai envoyé les images, j'ai juste failli. Quoi. Mais voilà, je suis désolé pour les supporters marseillais, mais pour moi, c'est passé. Ça me touche. Bon, ça ne m'a même pas touché, même pas effleuré. Ça fait partie d'un match. C'est comme ça, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours admiré parce que j'ai toujours admiré l'artiste. On appelle ça un malandra au Brésil. C'est quelqu'un qui sort toujours avec l'extrême de la ligne. On le voit, là, il est en prison, avec un faux passeport paraguayen. Enfin, le mec, il plane à 15 000. Mais c'est un vrai artiste dans ses défauts comme dans ses qualités. Et les gens ont besoin de joueurs comme ça pour venir, pour s'éclater, pour voir quelqu'un d'exceptionnel. Ronaldinho est quelqu'un d'exceptionnel. Bon, Franck, une dernière chose avant de terminer avec toi. Parle-nous un peu, tu fais, depuis que tu as arrêté ta carrière, tu fais du théâtre, du cinéma. Tu as participé également à Masked Singer sur TF1 notamment. D'ailleurs, tu étais comédien pendant ta carrière. Tu as joué quelques fois. Je t'ai vu sur Un gars, une fille en 2002. Ouais, mais avant, j'ai joué dans un film qui s'appelait À tort ou à raison, avec Harvey Keitel, avec Robin Renucci, qui était un film... qui est une pièce de théâtre et qui était un film. Et quand je jouais à Chelsea, Ranieri m'avait laissé partir 3 jours jouer dans ce film-là. On avait tourné à Berlin. Et en fait, c'est quand je suis rentré de ce tournage-là que je me suis dit vraiment, il faut que je fasse acteur. C'est toujours ce que j'ai voulu faire quand j'avais 4-5 ans. Je voulais jouer au théâtre. Je voulais au théâtre ce soir. Et c'était pas du tout de faire du foot qui était ma priorité, c'était de faire du théâtre. Donc quand j'ai arrêté ma carrière, je suis parti à Los Angeles apprendre le métier. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des films. Mais le cinéma, j'ai pas eu de gros rôle, donc je me suis pas senti vraiment imprégné de certaines sensations. Alors qu'au théâtre, je m'éclate. J'en suis à plus de 1000 représentations avec les différentes pièces dans lesquelles je jouais, que je produis. J'ai écrit la dernière, celle que je joue là maintenant, j'ai juste mise en scène et produite et je joue dedans. Mais voilà, mes premiers métiers, c'est acteur, comédien. Et après, c'est consultant. Mais voilà, c'est quelque chose que j'adore faire. Et c'est un plus petit comité que dans le football. Mais jouer devant 200, 300, 500, 1000 personnes, quelquefois, c'est un pied extraordinaire, surtout quand on les fait rire. Donc voilà ce que je fais. Tu as habité à Hollywood, hein, à Los Angeles aussi. J'ai habité à Los Angeles. Hollywood est une partie de Los Angeles, comme Westwood, comme Brentwood, comme Malibu. Non, Malibu, c'est un peu plus loin. Comme Santa Monica. Mais voilà, j'habitais vraiment à Los Angeles, moi, à 3 minutes de Hollywood. Ouais. Donc tu as pu t'inspirer notamment de cet univers. Ouais, c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas s'inspirer. Il faut surtout se barrer de là-bas, parce que sinon, ça part en vrille. Mais, c'est-à-dire, ça part en vrille. Ouais, non, mais on le voit, c'est un monde spécial, ce monde des comédiens. On voit avec l'affaire Weinstein, on voit tout ça, c'est que c'est pas clean, c'est pas clair, ça pue, il faut se tenir très très loin, faire son boulot et rentrer chez soi, quoi. Moi, j'ai produit une fois un film, j'ai bien laissé la porte ouverte parce qu'on castait une demoiselle, on était 3 mecs et je peux comprendre la difficulté pour une femme et je me bats pour ça. Et j'ai pas du tout aimé les impressions que j'avais sur la condition des femmes.